24 juillet 1976, côte californienne, 5 heures du matin. Un pilote est assis dans le cockpit d'un avion noir comme du charbon. À travers la visière de sa combinaison spatiale, il regarde sa montre. Dans 21 minutes, il montera à une altitude d'où l'on voit la courbure de la Terre. Dans 2 heures, il sera au-dessus de Londres. Et dans 30 ans, personne sur cette planète ne saura plus refaire ce vol. Sa combinaison est identique à celle des astronautes d'Apollo. Sans elle, son sang bouillirait en moins de 10 secondes à l'altitude de croisière. Sous ses bottes, le béton de la base militaire de Beale est encore frais de la nuit. Autour de lui, les mécaniciens achèvent un rituel qu'aucun autre avion au monde ne connaît. Ils vérifient les fuites de carburant. Non pas pour les colmater, pour s'assurer que l'appareil fuit correctement. Pour comprendre pourquoi un avion américain de 30 millions de dollars fuit volontairement son carburant sur la piste, il faut revenir 16 ans en arrière. Le 1er mai 1960, au-dessus de la ville soviétique de Sverdlovsk, un autre avion d'espionnage américain vole à 21 000 mètres d'altitude. Son pilote s'appelle Francis Gary Powers. Son appareil est un U-2, une merveille de l'ingénierie américaine, conçu par le même homme qui rêve déjà du successeur. Ce jour-là, l'ingénierie américaine rencontre un missile sol-air soviétique. Le U-2 est coupé en deux. Powers s'éjecte et tombe entre les mains du KGB. Quelques jours plus tard, la presse soviétique exhibe le pilote américain devant les caméras du monde entier. Moscou a fait ce que Washington croyait impossible. Toute la doctrine de reconnaissance à haute altitude vient de s'effondrer en une matinée. Dans un hangar de Burbank, en Californie, un homme lit les dépêches avec un calme glacé. Il s'appelle Clarence Kelly Johnson. Il dirige depuis 11 ans un département secret de Lockheed que presque personne dans l'entreprise n'a le droit de visiter. On l'appelle Skunk Works. Environ 40 ingénieurs y travaillent derrière des portes scellées, signant des serments de silence qui durent 30 ans après leur mort. Johnson avait prévu la chute du U-2. Il a déjà les premiers croquis du remplaçant. Les chiffres qu'il griffonne sur son carnet ce jour-là auraient fait rire n'importe quel bureau d'études au monde. Un avion qui vole à 3 fois la vitesse du son, à 25 000 mètres d'altitude, en continu pendant des heures. Un avion qui, à sa vitesse de croisière, rencontrerait l'air comme un mur de feu. Le revêtement chaufferait à plusieurs centaines de degrés. L'aluminium fondrait, l'acier plierait. Il faudrait un métal que personne ne sait travailler à cette échelle. Ce métal, c'est le titane. Et c'est là que commence l'une des plus grandes ironies de la guerre froide. Au début des années 60, le plus grand producteur mondial de minerais de titane n'est ni l'Amérique ni l'un de ses alliés. C'est l'Union soviétique. Le pays que Johnson veut espionner. Le pays dont les missiles viennent d'abattre son précédent chef-d'œuvre. La CIA reçoit une mission que personne n'aurait pu inventer dans un roman. Acheter en secret des milliers de tonnes de titane soviétique, sans que Moscou s'en doute, sans que la presse américaine l'apprenne, sans que le Congrès sache combien cela coûte. Des sociétés écrans sont créées dans une douzaine de pays. Des acheteurs fictifs passent commande. Le minerai voyage à travers l'Europe, change 3 fois de propriétaire, arrive aux États-Unis sous de faux manifestes. L'URSS vend elle-même la matière première avec laquelle les Américains construiront l'avion qui la survolera pendant 20 ans sans jamais être touché. Pendant que les diplomates négocient, les ingénieurs de Johnson affrontent un problème plus concret. Les outils américains ne savent pas travailler le titane. Les forêts cassent, les scies s'émoussent en quelques secondes, les boulons standards se rompent sous la contrainte thermique. Le Skunk Works doit inventer, parallèlement à l'avion, tous les outils pour le construire. Chaque perceuse devient un prototype, chaque procédé de soudure un secret d'État. Un ingénieur écrira plus tard qu'il ne fabriquait pas un appareil, il fabriquait une nouvelle industrie pour un seul appareil. La CIA impose un délai qui ressemble à une provocation. 30 mois entre la signature du contrat et le premier vol. Pour un avion qui n'a aucun équivalent, dans aucune doctrine, dans aucun manuel. 40 ingénieurs contre les lois de la physique. Johnson accepte. Il a une règle que son équipe répète comme une prière.
La meilleure pièce est celle qu'on n'a pas besoin de mettre dans l'avion. Chaque gramme compte, chaque soudure inutile est enlevée, chaque fonction redondante supprimée. Un autre défi attend dans l'ombre, le carburant. À Mach 3, la friction de l'air chauffe le fuselage à des températures où le kérosène ordinaire bout dans les réservoirs. Un incendie en vol devient mathématiquement inévitable. Il faut inventer un carburant nouveau, un carburant qui ne brûle pas facilement, qui résiste à la chaleur, qui ne s'enflamme pas à la moindre étincelle. Les chimistes produisent le JP7, un liquide si peu inflammable qu'on peut y jeter une allumette allumée sans qu'elle prenne feu. C'est un exploit de chimie qui pose aussitôt un problème inverse. Comment allumer un moteur avec un carburant qui refuse de brûler? La solution tient dans une substance que les ingénieurs manipulent avec une terreur respectueuse. Elle s'appelle triéthylborane. Au contact de l'air, elle s'enflamme spontanément. Chaque démarrage des moteurs de l'avion sera précédé d'une injection de cette substance chimique, produisant un éclair vert caractéristique à la sortie de la tuyère. Un avion dont le réservoir contient un liquide qui ne brûle pas, allumé par une bombe chimique qui explose à l'air libre. Pendant ce temps, sur les bancs d'essai, les ingénieurs découvrent un phénomène qui dépasse leurs calculs. À la vitesse de croisière, la chaleur dilate la cellule de l'appareil de plusieurs centimètres. L'avion, littéralement, grandit en vol. Ce qui veut dire qu'au sol, il ne peut pas être hermétique. S'il l'était, les joints exploseraient dès que le fuselage commencerait à s'étirer. La solution est inverse de tout ce que l'aéronautique enseigne depuis un demi-siècle. Construire un avion qui fuit. Le laisser perdre son carburant sur la piste. Ne remplir les réservoirs qu'à moitié avant le décollage. Faire le plein en vol, 5 minutes après avoir quitté le sol, quand la chaleur aura refermé toutes les fissures. Dans le hangar de Burbank, une machine commence à prendre forme. Noire comme de la poudre à canon, longue de plus de 30 mètres. Ses ailes plates comme des lames, son nez pointu comme celui d'un oiseau de proie. Elle n'a pas encore de nom officiel. Les documents internes parlent de l'appareil A-12. Une poignée d'hommes à Washington sait qu'elle existe. Le Congrès américain, qui pourtant en paiera chaque boulon, l'ignore. L'argent transite par des lignes budgétaires fantômes. Des millions de dollars disparaissent dans des comptes que personne ne peut consulter. Un matin de 1962, les portes du hangar s'ouvrent. Un tracteur tire dehors une silhouette que personne au monde n'a jamais vue. Il n'y a aucun insigne militaire sur la carlingue, aucune cocarde, aucun numéro visible. Le soleil du désert du Nevada se reflète sur la peinture mate et n'en tire aucune lueur. L'avion absorbe la lumière comme un trou. Quelques ingénieurs se tiennent silencieux à côté de la piste. Ils ont travaillé 7 jours sur 7 pendant 3 ans pour voir ce moment. L'appareil qu'ils regardent deviendra en moins d'une décennie le plus grand avion espion du monde. Il volera au-dessus du Vietnam, de Cuba, de la Libye, de la Corée du Nord, du Moyen-Orient. Il affrontera les meilleurs intercepteurs soviétiques. Il battra tous les records de vitesse et d'altitude qu'un avion à réaction puisse battre. Pendant 32 ans, aucun missile ennemi ne réussira à le toucher. Aucun chasseur ne réussira à le rattraper. Aucun radar ennemi ne pourra décider s'il le poursuit ou s'il abandonne. Et pourtant, ce jour de 1962, aucun des hommes debout sur le tarmac ne peut encore imaginer la vraie question. Pas celle de savoir si cet avion volera. Pas celle de savoir s'il survivra au combat. Non, la vraie question est d'une autre nature. Elle ne se posera que 30 ans plus tard, dans un bureau du Pentagone, quand des hommes en costume rangeront les plans dans un carton. Qui tuera ce monstre, s'il est immortel? Burbank, Californie, 2 heures du matin, hiver 1962. Dans un hangar sans fenêtre, un ingénieur nommé Richard Passman penche son visage au-dessus d'un établi métallique. Devant lui, une plaque de titane. Dans sa main droite, un foret tout neuf, monté sur une perceuse standard de l'aviation américaine. Il appuie. Le foret casse en 3 secondes. Il en prend un autre. Il appuie. Il casse. Il en prend un 3e. Il casse aussi. Passman pose la perceuse, regarde son collègue et dit simplement que l'industrie américaine entière n'est pas prête pour ce métal. Le titane est un cadeau empoisonné. Léger comme l'aluminium, résistant comme l'acier,
stable à plusieurs centaines de degrés. Mais pour le travailler, il faut des outils qui n'existent pas encore. Les forêts en acier rapide s'émoussent en quelques secondes. Les scies s'usent en une journée. Les boulons standards se rompent sous la contrainte thermique dès les premiers essais. Le Skunk Works découvre qu'il ne construit pas seulement un avion. Il doit inventer, parallèlement, tous les outils pour le construire. Chaque forêt devient un prototype. Chaque procédé de soudure un secret militaire. Chaque boulon un problème d'ingénierie autonome. L'un des ingénieurs notera plus tard que pendant 2 ans, l'équipe a produit plus de brevets pour des outils que pour des pièces d'avion. La moitié de l'industrie aéronautique américaine des années 70 utilisera discrètement des procédés nés dans ce hangar. Personne ne le saura publiquement. Le Skunk Works fonctionne sous un régime de silence si strict que certains ingénieurs ne découvriront la nature exacte de leur travail qu'après leur retraite. Un autre problème attend dans la soute à carburant. À Mach 3, le fuselage chauffe à des températures où un kérosène ordinaire ne se contente pas de brûler. Il bout. Un incendie en vol devient mathématiquement inévitable. Il faut un carburant qui n'existe nulle part sur la planète. Un carburant conçu pour résister à la chaleur, pour rester stable sous des pressions extrêmes, pour ne pas s'enflammer à la moindre étincelle. Les chimistes de Shell Oil reçoivent un contrat que personne ne comprend. Créer un liquide si peu inflammable qu'on pourra y laisser tomber une allumette allumée sans qu'il prenne feu. Le résultat s'appelle JP7. Un carburant qui ressemble à de l'huile, qui sent comme du diesel lourd, qui refuse de brûler même quand on veut. Pendant les essais, un ingénieur démontre le produit devant des généraux de l'Air Force. Il remplit un seau de JP7. Il y jette une allumette enflammée. L'allumette s'éteint. Les généraux se regardent en silence. Ils viennent de découvrir un problème qu'aucun cahier des charges n'avait prévu. Comment allumer un moteur avec un carburant qui refuse obstinément de brûler? La solution tient dans un bocal que les techniciens manipulent avec des gants épais et une vraie terreur. La substance s'appelle triéthylborane, abrégée en TEB. À la température ambiante, elle est liquide. Au contact de l'air, elle s'enflamme spontanément, sans étincelle, sans allumage, sans prévenir. Chaque démarrage du moteur de l'appareil se fait par une injection calculée de TEB dans la chambre de combustion. Un éclair vert jaillit de la tuyère. Le JP7, chauffé à la bonne température, commence enfin à brûler. Sans ce produit, les moteurs ne démarrent pas. Avec lui, la moindre erreur de manipulation peut détruire le hangar. Pendant ce temps, les ingénieurs de cellules découvrent un phénomène qui dépasse leurs équations. À Mach 3, la friction de l'air porté pendant des heures dilate chaque pièce métallique de la structure. L'avion, littéralement, grandit en vol. Plusieurs centimètres en longueur, plusieurs centimètres en envergure. Si on construit l'appareil hermétique, les joints exploseront dès que la dilatation commencera. Si on le construit souple, il fuira au sol. Les ingénieurs choisissent la seconde option. Ils acceptent qu'au repos, l'appareil perde son carburant comme un vieux fût de chêne. La règle devient officielle. Ne remplir les réservoirs qu'à moitié avant le décollage. Faire le plein en vol dès que la chaleur aura refermé toutes les fissures. Jamais un avion au monde n'a été conçu pour fuir exprès. Les premiers essais au sol ressemblent à des scènes absurdes. L'appareil sort du hangar, le carburant dégouline sur le béton en petits filets continus. Les mécaniciens marchent dans les flaques. Des visiteurs militaires, invités pour une démonstration, se figent en voyant le spectacle. Ils pensent à un défaut catastrophique. Un ingénieur du Skunk Works hausse les épaules et explique que tout fonctionne exactement comme prévu. L'un des généraux, selon les témoignages internes, aurait demandé si ces gens n'étaient pas en train de se moquer de l'armée de l'air. La paranoïa de sécurité atteint des sommets que l'aéronautique civile n'imagine pas. Les ouvriers du hangar entrent par des portes dont la combinaison change chaque semaine. Ils ne peuvent pas emporter leurs notes. Ils ne peuvent pas parler de leur travail à leur épouse. Certains ingénieurs ne savent même pas à quoi ressemble l'avion complet parce qu'ils ne travaillent que sur un sous-ensemble isolé. L'un d'eux racontera plus tard qu'il a conçu un système hydraulique pendant 18 mois sans jamais voir l'appareil qui allait l'utiliser. Et pourtant,
Tout ce secret repose sur une ironie vertigineuse. Le métal principal de l'avion, le titane, ne vient pas d'Amérique. Il vient du pays que l'avion doit espionner. Des milliers de tonnes de minerais soviétiques arrivent dans les usines américaines sous des faux manifestes. Les fournisseurs ne savent pas ce qu'ils vendent. Les acheteurs officiels, dans des pays tiers, sont des sociétés écrans de la CIA. Un ingénieur plus tard dira qu'ils avaient l'impression de travailler sur un puzzle dont chaque pièce mentait à la suivante. Au bout de 30 mois, le moment arrive. Un matin d'avril 1962, un pilote d'essai nommé Louis Chalk s'installe dans le cockpit du prototype A-12 au-dessus d'une base secrète dans le désert du Nevada appelée Groom Lake. Officiellement, cette base n'existe pas. Officieusement, elle deviendra célèbre sous un autre nom, Area 51. Chalk allume les moteurs. Le TEB injecte son éclair vert. Le JP-7 prend feu. L'appareil décolle. Il monte à 24 000 mètres. Il atteint Mach 2, puis Mach 3. Aucun avion au monde ne vole à cette altitude, à cette vitesse. 2 années supplémentaires passent avant que la version militaire voie le jour. Elle portera le nom de SR-71. Le 24 juillet 1964, le président Lyndon Johnson se présente devant les caméras pour annoncer l'existence d'un nouvel appareil de reconnaissance stratégique. Les ingénieurs du Skunk Works apprennent le nom de leur avion en même temps que le public. Personne ne leur a demandé leur avis. Le monde ne sait pas encore ce qu'il vient d'entendre. Il ne sait pas qu'un avion fabriqué avec le métal de son ennemi, rempli d'un carburant qui ne brûle pas, allumé par une bombe chimique, grandissant en vol de plusieurs centimètres, va pendant les 20 années suivantes survoler toutes les zones de conflit de la planète. Et que pas un seul missile au monde, malgré les milliers qui seront tirés, ne parviendra à le toucher. Combien de fois exactement l'ennemi essaiera-t-il ? Golfe du Tonkin, un matin de 1968. Un équipage nord-vietnamien attend sur un site de lancement camouflé sous des filets de jungle. Sur leur radar, un point apparaît. Ils traversent l'écran à une vitesse qui n'a aucun sens. 3500 km/h, à 25 000 mètres. L'officier qui donne l'ordre de tir a été formé à Moscou. Ces missiles sont des SA-2, les mêmes qui ont abattu Gary Powers au-dessus de Sverdlovsk 8 ans plus tôt. Le tir part. Le missile grimpe. Le point sur l'écran ne ralentit pas. Il accélère. Dans le cockpit de l'appareil, le pilote entend une alarme dans son casque. Son système de détection lui signale un lancement. Il n'a pas le temps de manœuvrer. Il n'a pas besoin de manœuvrer. Il pousse les 2 manettes de gaz vers l'avant. Les post-combustion s'allument. Le SR-71 passe de Mach 3 à quelque chose que les instruments n'affichent pas encore clairement. Le missile, arrivant par l'arrière, voit sa cible s'éloigner plus vite qu'il ne peut voler. Il finit sa course dans la stratosphère, sa charge explose pour rien, les débris tombent en poussière au-dessus de la mer. C'est la seule tactique défensive que les pilotes du SR-71 apprendront jamais. Pas de virage, pas de leurre, pas de contre-mesure électronique. Accélérer, juste accélérer. Le schéma se répète pendant 2 décennies. Au-dessus du Vietnam du Nord, au-dessus de Cuba, au-dessus de la Libye, au-dessus du désert syrien, au-dessus de la Corée du Nord, où les équipages affrontent les intercepteurs les plus proches, poussés à la limite par leur régime politique furieux. Les archives militaires américaines recensent des milliers de tirs de missiles sol-air dirigés contre le SR-71 pendant toute sa carrière opérationnelle. Aucun ne parvient à toucher sa cible. Pas un seul. 0 contre plusieurs milliers. Un ratio qu'aucun autre appareil de l'histoire aéronautique ne connaîtra jamais. Les soviétiques ne comprennent pas. Leurs meilleurs intercepteurs, le MiG-21 puis le MiG-23, sont conçus pour monter haut et vite. Mais monter à 25 000 mètres leur prend trop de temps. Quand ils arrivent à l'altitude, le SR-71 est déjà à 400 km de leur position. Les radars au sol le suivent, mais aucune guidance ne peut maintenir un verrouillage sur une cible qui se déplace plus vite que les systèmes de calcul des années 60 ne peuvent traiter. Un général soviétique, selon des documents déclassés dans les années 2000,
aurait résumé le problème devant le Politburo en une phrase. Nous chassons un fantôme avec des filets. Le Kremlin réagit avec la même logique qui avait produit la bombe atomique 20 ans plus tôt. Construire une réponse, coûte que coûte. Le bureau Mikoyan reçoit l'ordre de produire un intercepteur capable de rattraper l'avion américain. Il s'appellera MiG-25. Il sera massif, il sera rapide, et il révélera, des années plus tard, l'un des plus grands malentendus technologiques de la guerre froide. Mais pour l'instant, dans les couloirs de Moscou, on y croit. On investit, on construit, on espère. Pendant ce temps, à Los Angeles, un pilote du SR-71, nommé Brian Schull, vit un moment qui deviendra un morceau de folklore aéronautique. Schull est un vétéran du Vietnam. Il a été abattu en mission d'attaque au sol, gravement brûlé, hospitalisé pendant plus d'1 an. Les médecins lui ont dit qu'il ne piloterait plus. Il est revenu. Il a passé la sélection la plus brutale de l'armée américaine. Il s'est retrouvé, contre toute statistique, dans le cockpit du plus rapide avion du monde. Ce jour-là, Schull et son officier système traversent l'espace aérien de la côte ouest à plus de 3000 km/h. Ils écoutent la fréquence civile du centre de contrôle de Los Angeles. Un petit monomoteur demande sa vitesse au sol. Le contrôleur répond « 130 nœuds ». Un Twin Beech demande la sienne « 175 nœuds ». Un chasseur Navy F-18 appelle à son tour « 620 nœuds ». Schull regarde son coéquipier. Il décide de participer. Schull appuie sur le bouton radio. « Centre Los Angeles », il annonce son indicatif et demande confirmation de sa vitesse. Le contrôleur hésite une seconde, puis il répond « Vous êtes à 1942 nœuds ». Schull remercie. Silence complet sur la fréquence. Tous les autres avions se taisent. La vitesse n'est pas qu'une curiosité, c'est une arme stratégique. Un après-midi de 1974, un SR-71 décolle de la base de Beale pour une démonstration officielle. Son objectif ? Relier New York à Londres. Le pilote croise l'Atlantique à 26 000 mètres d'altitude, à sa vitesse de croisière. Il pose les roues à Londres 1h54 minutes après avoir quitté New York. Les passagers du Concorde, eux, mettront 3 heures. Les Boeing de ligne, 7. Le record établi ce jour-là tient encore aujourd'hui. Aucun appareil habité n'a jamais refait le trajet plus vite, dans aucun pays. À Moscou, les bilans arrivent sur les bureaux des maréchaux. Le constat est brutal. L'appareil américain survole chaque semaine des territoires sensibles de l'Union soviétique et de ses alliés. Il photographie les chantiers de missiles. Il cartographie les bases aéronavales. Il enregistre les fréquences radar pour en dresser l'inventaire. Il repart. Aucune contre-mesure ne fonctionne. La direction politique exige des résultats. Le bureau d'études Mikoyan livre enfin son intercepteur. Le MiG-25 est présenté comme la réponse soviétique définitive. Il atteint Mach 3 en piqué. Il monte à 24 000 mètres. Il transporte de puissants missiles air-air. La presse militaire occidentale, en voyant les premières photos satellites du MiG-25, entre dans une panique calculée. Washington croit que les Soviétiques ont enfin produit un chasseur de supériorité aérienne capable de dominer le ciel européen. Cette erreur d'analyse poussera les États-Unis à financer un programme qui deviendra le F-15 Eagle. Le SR-71, en survolant indirectement l'esprit des ingénieurs américains, aura fait naître à Moscou un avion qui, à son tour, fera naître à Washington l'avion qui dominera les 40 années suivantes. Un couloir de miroirs technologiques, ouvert par un seul appareil noir au-dessus du Pacifique. Et pourtant, au moment même où cet avion noir impose sa légende dans tous les bureaux de renseignement de la planète, quelque chose a déjà commencé à se fissurer dans sa forteresse politique. Un dossier à Washington, signé par un conseiller budgétaire de l'administration Reagan, calcule pour la première fois le coût horaire réel d'une mission SR-71. Le chiffre qui apparaît sur la page fait pâlir les aides du sous-secrétaire à la Défense. Le rapport est classé confidentiel. Il est rangé dans un tiroir. Mais il existe maintenant. Et d'autres seront écrits, chaque année, jusqu'à ce que l'addition devienne insupportable. Qui décidera, dans cette Amérique qui n'a jamais perdu l'avion, qu'il est temps de le perdre elle-même ?
Pentagone, LE, Bureau sans fenêtre, 1988. Un analyste budgétaire du département de la Défense, un homme dont le nom n'apparaîtra dans aucun livre d'histoire aéronautique, pose une calculatrice à côté d'une pile de dossiers. Il a reçu une mission simple: calculer le coût réel, tout compris, d'1 heure de vol opérationnel du SR-71. Il additionne au carburant JP7, produit en quantité minuscule par une seule raffinerie Shell sous contrat classifié. Il ajoute les 2 avions ravitailleurs KC-135Q qui accompagnent chaque mission. Il ajoute les équipes au sol spécialisées, les combinaisons pressurisées sur mesure, les hangars climatisés à température contrôlée, les pièces de rechange fabriquées à l'unité. Il ferme son classeur. Il regarde le chiffre qu'il vient d'obtenir. Il met 1 semaine à écrire le rapport parce qu'il veut vérifier 3 fois. Le chiffre est vertigineux. Selon les sources du département de l'Air Force déclassifiées dans les années 2000, 1 heure de vol du SR-71 coûte aux contribuables américains autour de 200 000 $ de l'époque. Un chasseur F-16, pour comparaison, coûte environ 20 fois moins cher par heure. Le constat qui remonte vers le secrétaire à la Défense est formulé avec une brutalité que seules les administrations américaines savent produire. Un escadron entier de chasseurs de supériorité aérienne coûte moins cher à faire voler qu'une seule escadrille de 9 SR-71. Les défenseurs du programme, menés par Ben Rich, le successeur de Kelly Johnson à la tête du Skunk Works, ripostent avec leurs propres chiffres. Un satellite de reconnaissance Keyhole coûte plus d'1 milliard de dollars à construire et à mettre en orbite. Sa trajectoire est prévisible. Les Soviétiques connaissent son horaire exact de passage. Ils cachent leurs installations pendant ces créneaux. Le SR-71, lui, arrive sans prévenir. Il photographie ce qu'on voulait justement cacher. Rich écrit lettre après lettre aux sénateurs, aux conseillers de la Maison-Blanche, au comité d'enquête parlementaire. Il rappelle que l'appareil a sauvé plusieurs fois la guerre froide de surprises stratégiques majeures. Personne ne l'écoute vraiment. Parce qu'en parallèle, le monde a changé. 1989. Le mur de Berlin tombe. 1991. L'Union soviétique se désintègre. L'ennemi principal pour lequel le SR-71 a été conçu n'existe plus. Le climat politique à Washington est au retour de la paix, aux dividendes de la paix, à la réduction des budgets militaires. Le Congrès, dominé par des élus qui veulent montrer à leurs électeurs qu'ils réduisent les dépenses fédérales, cherche des programmes emblématiques à couper. Un avion noir mystérieux, vieux de 25 ans, qui coûte plus qu'un escadron, qui sert à espionner un empire disparu, est une cible parfaite. L'ironie est glaciale. Les sénateurs qui votent la mort du programme ne viennent pas des États où les bases SR-71 sont implantées. Ceux de Californie, du Nevada et d'Okinawa, qui ont des emplois en jeu, votent pour le maintien. Ceux du Midwest agricole et du Nord-Est industriel, qui ne perdent rien, votent pour l'arrêt. La coalition de survie du Skunk Works n'a pas assez de voix. Une simple arithmétique parlementaire, comprise par n'importe quel étudiant en sciences politiques, efface en quelques semaines 30 années d'investissement technologique. Le ministère de la Défense signe l'ordre de retrait opérationnel en janvier 1990. L'Air Force reçoit instruction de terminer la mission avant la fin de l'année fiscale. Dans les hangars de Beale, en Californie, les équipes reçoivent la nouvelle avec un silence professionnel. Certains mécaniciens travaillent sur ces appareils depuis plus de 20 ans. L'un d'eux, selon un témoignage recueilli plus tard par un historien de l'aviation, serait rentré chez lui ce soir-là et aurait dit simplement à sa femme qu'il venait de perdre la seule machine dont il avait été amoureux. Le 26 janvier 1990, un dernier vol d'adieu est organisé à travers le territoire américain. Un SR-71 décolle de la base de Palmdale, en Californie. Il traverse le continent en 68 minutes. Il se pose à Dulles, près de Washington. Le Smithsonian reçoit l'appareil comme pièce de musée. Le vol établit au passage un dernier record. Le trajet côte à côte le plus rapide jamais effectué par un avion habité au-dessus des États-Unis. Aucun successeur ne l'a battu depuis. Pendant 3 ans, les SR-71 restants sont démontés, stockés ou transférés à la NASA pour des missions de recherche civile. Les techniciens qui savaient les entretenir sont redéployés, mis à la retraite ou réaffectés à d'autres programmes. La documentation technique est dispersée entre plusieurs centres d'archives.
Certaines procédures de maintenance, transmises jusque-là oralement entre générations de mécaniciens, ne sont jamais mises par écrit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1994, un conflit naissant dans les Balkans et les tensions en Asie poussent le Congrès à reconsidérer sa décision. La reconnaissance satellitaire, si précise pour la planification stratégique, ne fournit pas l'image tactique rapide dont les commandants veulent pour des théâtres d'opération qui bougent chaque heure. Le Congrès vote la réactivation de 3 SR-71. 39 millions de dollars sont débloqués pour remettre en service ces appareils stockés. L'Air Force accepte sans enthousiasme. Le Skunk Works est appelé à reconstituer la chaîne logistique. C'est à ce moment que l'erreur devient irréparable. Les fournisseurs spécialisés de composants titanium ont fermé leurs ateliers. Certains mécaniciens clés sont morts. La raffinerie Shell, qui produisait le JP7, a arrêté sa ligne. Les moules de certaines pièces ont été perdus pendant les déménagements. Le Skunk Works parvient à faire revoler les 3 appareils, mais à un coût prohibitif et avec une disponibilité réduite. 2 ans plus tard, en 1998, le Congrès refuse le financement pour la prolongation. Cette fois, la décision est définitive. Le programme militaire du SR-71 s'éteint pour de bon. Ben Rich meurt en 1995, avant de voir la deuxième fermeture. Dans ses mémoires publiés 2 ans plus tôt, il laisse un passage qui résume l'état d'esprit du Skunk Works en cette décennie. Il y exprime la conviction, en termes prudents que ses avocats lui ont imposés, que l'Amérique vient de démonter quelque chose qu'elle n'aura plus l'infrastructure industrielle pour reconstruire. Son successeur, Sherman Mullin, partage cette inquiétude en privé devant ses collaborateurs, mais s'abstient de la formuler publiquement tant que le programme est encore formellement vivant. Le 9 octobre 1999, la NASA effectue son dernier vol de recherche avec un SR-71 au-dessus du désert de Mojave. L'appareil est ensuite roulé dans un hangar de Palmdale. Ses moteurs sont arrêtés, ses réservoirs vidés, ses systèmes débranchés. Une bâche est jetée par-dessus. Personne ne sait à ce moment que 15 ans plus tard, des généraux américains reviendront dans ce hangar pour poser exactement la même question que Ben Rich avait posée en mourant. Comment avons-nous pu laisser partir cela? Arlington, Virginie, sous-sol du Pentagone, automne 2008. Une salle de conférence sans fenêtre. Autour de la table, une demi-douzaine de généraux, 2 conseillers civils du secrétaire à la Défense, un représentant de la Defense Intelligence Agency. Sur l'écran, une carte de l'Asie orientale. Le sujet de la réunion est simple. Dans un conflit hypothétique avec une grande puissance asiatique, comment obtenir des images tactiques d'une zone fortement défendue avant que l'ennemi n'ait le temps de cacher ses mouvements? Un analyste se lève, présente 3 options. Satellite, beaucoup trop prévisible. Drone haute altitude, beaucoup trop lent et trop vulnérable. Avion piloté furtif, efficace mais contraint à basse altitude. Un silence s'installe. Un général regarde ses notes, puis dit à voix haute ce que personne n'ose formuler. Si nous avions encore le SR-71, cette discussion n'aurait pas lieu. 3 mois plus tard, une petite équipe est envoyée à Palmdale. Leur mission, évaluer la possibilité de remettre en service les cellules encore conservées ou de produire un nouvel appareil à partir des plans d'origine. Ils reviennent au Pentagone après 6 semaines de travail sur le terrain. Leur rapport est bref. La chaîne de fournisseurs a disparu. Les entreprises qui usinaient les cadres en titane ont fermé leurs ateliers, leurs machines ont été démontées, leurs ouvriers ont pris leur retraite au début des années 2000. Les moules de certaines pièces critiques n'existent plus. Les procédés de soudure spéciaux, transmis entre mécaniciens par démonstration directe, ont été perdus. Reconstituer l'industrie pour un seul appareil coûterait, selon leur estimation, plus que le programme initial des années 60. Lockheed Martin, héritier du Skunk Works, reçoit en parallèle une demande officielle. Concevoir un successeur. Pas une copie. Un appareil de nouvelle génération, hypersonique, capable de voler à des vitesses supérieures à Mach 5. Le projet est présenté publiquement en 2013 par un responsable de Lockheed lors d'un entretien dans la presse aéronautique spécialisée. Il est baptisé SR-72. Des visualisations sont publiées, des promesses sont faites.
Des budgets préliminaires sont débloqués par la DARPA. Les communiqués officiels restent prudents sur les dates de premier vol. Chaque année qui passe, ces dates glissent discrètement. L'appareil ne quitte pas les dossiers d'ingénierie. Pendant ce temps, les adversaires ne patientent pas. La Chine dévoile en 2019 un appareil de reconnaissance hypersonique. Les services de renseignement occidentaux l'étudient avec une attention particulière. La Russie, malgré ses difficultés industrielles, conserve un programme actif sur les planeurs hypersoniques, hérité des études soviétiques des années 80. L'Amérique, qui avait créé la catégorie du vol stratégique à Mach 3 en 1964, se retrouve pour la première fois depuis la guerre froide à rattraper des concurrents au lieu de les devancer. L'ironie la plus cruelle de cette histoire n'apparaît pas dans les rapports du Congrès. Elle apparaît dans une conversation informelle, rapportée dans un ouvrage d'histoire aéronautique publié en 2017. Un ingénieur retraité du Skunk Works, interrogé sur les tentatives de reconstruction, aurait répondu avec un sourire triste. Les Américains ont oublié que pour construire l'impossible, il faut d'abord se souvenir qu'ils l'ont déjà fait. Son livre, son équipe, ses outils, ses brevets, tout est archivé, tout est disponible. Mais aucune génération d'ingénieurs formés au XXIe siècle n'a eu l'occasion de travailler sur une machine qui dépasse 3 fois la vitesse du son. La compétence pratique, accumulée dans les mains, dans les regards, dans les habitudes, ne se lit pas dans un classeur. Au-dessus des théâtres d'opérations contemporains, les drones haute altitude survolent aujourd'hui les terrains sensibles. Ils sont utiles, ils sont bon marché, ils sont sacrifiables. Mais ils volent lentement. Les radars adverses les détectent à des centaines de kilomètres. Les missiles modernes peuvent les abattre. Pendant la guerre civile en Libye, au-dessus du Yémen, près des côtes iraniennes, plusieurs appareils de reconnaissance américains et alliés ont été perdus au combat ou dégradés par des systèmes au sol. Le SR-71, pendant 32 ans, n'a jamais perdu cette discussion. Parce que personne ne savait comment la gagner contre lui. En 2021, lors d'un symposium de la Air Force Association, un général à la retraite, ayant commandé l'une des anciennes escadrilles de reconnaissance stratégique, prend la parole. Selon les comptes rendus publiés dans la presse spécialisée, il résume la situation en quelques mots. L'Amérique possède toujours les plans, conserve certains appareils dans des hangars sous atmosphère contrôlée, conserve même une poignée d'anciens pilotes et mécaniciens capables de former les nouveaux. Ce qu'elle ne possède plus, c'est la volonté politique de payer le prix d'une capacité qu'elle seule au monde avait réussi à construire. Sur la base de Beale, à une centaine de kilomètres de Sacramento, un SR-71 se trouve aujourd'hui exposé à l'extérieur, à côté de l'entrée principale. Les visiteurs s'approchent. Ils touchent le titane noir, tiède au soleil de Californie. Les anciens, ceux qui ont volé sur cette machine ou qui l'ont entretenue, reviennent parfois. Ils posent leurs mains sur le fuselage quelques secondes, sans rien dire. Aucun d'eux n'a jamais vu cet appareil être abattu. Aucun d'eux n'a jamais vu son équivalent sur aucun aéroport du monde. Aucun d'eux ne reverra voler une machine comparable de son vivant. Et là, peut-être, se trouve la question véritable qui reste suspendue au-dessus de toute cette histoire. Qu'est-ce qu'une civilisation qui construit un chef-d'œuvre et qui, en moins d'une génération, perd jusqu'au souvenir de comment elle l'avait fabriqué ? Combien d'autres miracles techniques avons-nous abandonnés sans nous en rendre compte ? Et surtout, quel sera celui que nous découvrirons avoir perdu quand il sera trop tard pour le refaire ? Si cette histoire vous a marqué, laissez un pouce en l'air, cela aide vraiment cette chaîne. Dans les commentaires, je vous pose la vraie question. Si un pays renonce volontairement à une technologie qu'il est seul à posséder, est-il encore une grande puissance ? Abonnez-vous, nous publions chaque semaine une nouvelle histoire vraie sur une machine de guerre oubliée. Et dans le prochain épisode, nous partons en Afrique du Sud, à Pretoria, dans un hangar où, sous embargo international, des ingénieurs construisaient un chasseur de combat avec des pièces livrées en contrebande par Israël, la France et le Brésil. L'histoire d'un pays isolé qui a fabriqué l'impossible avec du matériel que personne n'avait le droit de lui vendre.